Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire présenté par SSQ Assurance. Je me présente, Mathieu Roy, analyste en gestion de l'offre de fonds de placement chez SSQ. Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui Bertrand Cliquet, gestionnaire et analyste de portefeuille chez Lazard Asset Management, ici pour nous parler de leur stratégie d'infrastructure mondiale, leur positionnement et leur perspective pour le portefeuille. Sachez que c'est à la fin, il nous fera plaisir de répondre à une ou deux questions que vous pouvez poser via votre interface WebEx. Sachez aussi que vous pouvez communiquer en tout temps avec votre représentant de SSQ Assurance afin de poser toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, Bertrand, la parole est à toi. Merci beaucoup. C'est Bertrand Cliquet de Lazard. Je vous invite d'abord à tourner sur la page numéro 1 pour remettre en perspective l'activité de Lazard Asset Management en termes de gestion d'actifs. Je vais être très rapide sur ce point, mais ce qui est nécessaire de souligner, c'est que notre stratégie s'inscrit dans un groupe mondial qui gère un petit peu moins de 200 milliards de dollars d'actifs, mais avec surtout une histoire qui date de 1846. Et une des particularités qui, j'espère, va être apparente dans la présentation aujourd'hui, c'est que une très très grande partie des employés de Lazard Asset Management sont des professionnels d'investissement. On a une culture d'investissement qui est très forte, plutôt que nécessairement une culture, je dirais, commerciale. Et ça s'inscrit dans ce que l'on voit en page numéro 2, où on détaille les objectifs de notre stratégie d'investissement pour les infrastructures. Et l'objectif, vraiment, c'est de remplir un rôle dans l'allocation d'actifs qui se situe quelque part entre les actions et les obligations, avec une emphase sur une vision de rendement à long terme, un profil défensif avec une volatilité plus faible, surtout un bénéfice de diversification par rapport aux actions cotées globales. L'objectif de rendement, c'est un objectif d'inflation plus 5% sur un cycle de marché. Nous sommes conscients que ce sont des titres qui sont cotés sur le marché, qui peuvent être soumis certes à un moindre, mais tout de même à un degré de volatilité. Mais nous construisons le portefeuille dans le but d'atteindre et de dépasser un objectif d'inflation plus 5. Ce qui est important de souligner, je vais y revenir dans quelques instants, c'est que nous avons un univers d'investissement qui est défini de manière extrêmement stricte, que l'on appelle les infrastructures privilégiées. Et pour nous, toute la vocation de l'infrastructure se résume à se concentrer dans des actifs qui sont ce que l'on appelle protégés, c'est-à-dire qu'ils sont en position de monopole, sujets à des accords réglementaires ou protégés par des contrats de concession. Le style d'investissement, vous le verrez, que l'on appelle valeur, on ignore l'indice pour la construction du portefeuille. Nous sommes conscients que chaque titre a une valeur et nous allons mettre l'emphase dans le portefeuille et mettre l'accent sur les titres où il nous semble la valorisation est la plus intéressante. Et d'ailleurs, le portefeuille va comporter entre 25 et 50 titres. Aujourd'hui, nous avons 30 en portefeuille. Il est important de mentionner que les positions importantes par pays ou par secteur vont être mitigées dans un point de vue d'exposition de devises par une couverture de devises qui va nous permettre de nous concentrer sur les augmentations de valorisation que l'on voit dans les titres plutôt que sur une attente de mouvement de devises. Alors, la création date de 2007, donc c'est un partenariat qui dure maintenant depuis 12 ans et nous en sommes extrêmement fiers et reconnaissants. Il est important en page 3 de souligner les membres de l'équipe parce qu'il y a quelques particularités de la gestion de la stratégie qui vont être soulignées en page 3. Vous voyez 6 personnes. Et ce qui est important de souligner, c'est une équipe qui a été extrêmement stable à travers l'histoire de la stratégie. En effet, les 4 gérants de portefeuille, qui sont Matthew Landy, John Mulqueen, Warren Robertson et moi-même, travaillons ensemble depuis 2005, qui est
le début de cette stratégie d'investissement, alors que le dernier changement qui a eu lieu dans l'équipe est lorsque Anthony Rohrlach nous a rejoint en 2007. Il est important aussi de souligner que chacun des membres de l'équipe, comme vous le voyez sous chacun de nos noms, est responsable de l'analyse de titres. Donc chacun d'entre nous met la main à la pâte à un travail principalement d'analyse de titres, de valorisation, d'estimation, et chacun contribue à la réalisation et la construction du portefeuille. Je noterai cependant que nous bénéficions de l'ensemble de l'infrastructure Lazard en termes de gestion du risque de taux de change, accès à toute la plateforme de trading et ainsi que la recherche. Le processus d'investissement se trouve en page 4. Et comme j'ai pu le souligner auparavant, le fait que les membres de l'équipe aient l'entière responsabilité de l'analyse de titres veut dire que nous avons un contrôle complet sur l'ensemble de la chaîne du processus d'investissement, avec un processus d'investissement qui est extrêmement discipliné. Nous sommes convaincus que seuls des titres qui ont 3 caractéristiques principales doivent figurer dans un portefeuille infrastructure. La première, c'est qu'on doit avoir des actifs qui ont une durée de vie longue. Donc on exclut par exemple les sociétés qui ont des contrats de construction qui vont être court terme à faible marge. Mais nous voulons aussi des titres qui ont des flux de trésorerie et des résultats extrêmement prévisibles. Ça veut dire toutes les sociétés qui peuvent avoir une exposition à un risque de marché, à un risque de matières premières vont être exclues de l'univers. Et troisièmement, pour remplir l'objectif d'investissement, avoir des sociétés qui ont un lien direct avec l'inflation. Donc cette capacité à refléter dans leurs tarifs l'inflation du pays va être un facteur de choix primordial. Et c'est ce que les 2 premières étapes nous permettent de réaliser par un certain nombre de fields et de classements. On attribue des scores et des notes afin de réduire un univers infrastructure généralement accepté qui est très large, au-delà de 400 valeurs, à seulement 91 qui nous semblent les seuls à même de remplir l'objectif d'investissement, en particulier en termes de mitigation du risque du portefeuille. Une fois que l'univers d'investissement, et on l'appelle infrastructure privilégiée, l'univers des infrastructures privilégiées, donc ces 91 titres, deviennent candidats à l'inclusion dans le portefeuille. Et ce qui va faire la différence, c'est que chacun des membres de l'équipe, comme je l'ai mentionné, va avoir une responsabilité d'analyse. Donc chacun d'entre nous passe la plupart de son temps à rencontrer des autorités de régulation, rencontrer les dirigeants des sociétés, va faire de la modélisation financière, un travail de valorisation, mais ce qui différencie la manière dont on gère l'argent de nos clients, c'est que ce travail d'analyse va être soumis à une revue de pairs. Donc que ce soit mes collègues ou moi-même, nous soumettons notre travail à l'ensemble des membres de l'équipe pour une revue de pairs. Et elle a un bénéfice qui est vraiment important parce que ça va permettre d'une part d'éliminer le biais individuel, donc avoir les titres en portefeuille pour les bonnes raisons, d'autre part avoir une approche cohérente de tout ce qui est hypothèse macroéconomique et approche de valorisation pour que l'ensemble des membres de l'équipe discutent, débattent des principaux facteurs influençant la valorisation. Une fois que les membres de l'équipe se sont mis d'accord sur une valorisation intrinsèque, la construction du portefeuille est en fait très simple. Il s'agit pour chacun des 91 titres de comparer la valeur intrinsèque au cours du titre en bourse, et plus l'écart est important, plus le potentiel d'augmentation de la valorisation est important, plus on voudra avoir une emphase sur le titre en portefeuille. Cependant, si la valorisation du titre nous paraît excessive, alors nous allons laisser le titre hors du portefeuille et attendre que la valorisation devienne plus intéressante. Et c'est ce que vous voyez en page 5. Alors, il est important que je vous décrive ce graphique en page 5 parce que c'est l'outil principal de construction du portefeuille.
Nous l'appelons le classement de valeur. Donc, ce que vous voyez sur cette page, ce sont 91 barres. Chacune de ces barres représente une des sociétés de l'univers d'investissement. C'est-à-dire que chacune de ces sociétés est candidate à l'inclusion dans le portefeuille. Et cependant, comme je l'ai évoqué, certaines sociétés vont être valorisées de manière intéressante et vont donc être au portefeuille, et d'autres non. Et donc, vous voyez, la hauteur de la barre représente le taux de rendement interne que nous avons calculé en partant du cours de bourse actuel, faisant l'hypothèse que ce cours de bourse converge vers notre valeur intrinsèque sur une période de 3 ans et collecte entre-temps les dividendes versés par la société. Donc, on a un rendement annuel prévu sur une période de 3 ans. Et vous voyez qu'aujourd'hui, un certain nombre de ces barres pointent vers le bas. C'est-à-dire que nous pensons qu'un grand nombre de titres dans la classe d'actifs est cher. Ce qui veut dire que nous allons concentrer le portefeuille vers les actifs qui se trouvent à gauche et qui vont nous permettre d'atteindre, voire d'excéder l'objectif d'investissement d'inflation plus 5. Et ce classement de valeur, il est très important pour la construction du portefeuille. J'ai mentionné que nous avons un portefeuille entre 25 et 50 titres. Eh bien, si nous avions tout simplement plus de 50 titres ou 50 titres qui excédaient notre objectif d'investissement, que vous voyez délimité par la ligne en pointillé, alors nous aurions 50 titres en portefeuille. Mais comme aujourd'hui, il est plus difficile de trouver des opportunités intéressantes, nous avons réduit l'exposition aux titres qui se trouvent à la gauche de ce graphique, et donc il y en a largement moins de 50. Ce classement de valeur donne aussi, c'est un outil qui nous permet d'avoir une discipline très importante sur la prise de profit ou alors le rachat de titres. Par exemple, les pondérations vont être proportionnelles à la taille de la barre, c'est-à-dire plus le potentiel d'appréciation du titre est important, plus on voudra mettre de conviction dans le portefeuille. Cependant, au fur et à mesure que cette valorisation et que ce potentiel se réalise, alors le taux de rendement interne baisse. Donc, vous imaginez une barre qui va descendre vers la droite, un peu comme un escalier roulant dans un supermarché, qui va descendre vers la droite, ce qui va nous amener à réduire au fur et à mesure la position et l'exposition de cette société. Ça fonctionne dans le sens inverse également. Si un titre qui n'est pas en portefeuille baisse en valeur, son taux de rendement interne va monter et va nous donner le signal d'achat une fois qu'il aura passé le point de l'inflation plus 5, créant une nouvelle position dans le portefeuille. Donc il y a une extrême discipline en termes d'achat et de vente des titres et de pondération dans le portefeuille qui découle du classement de valeur. Vous avez en page 5 le classement de valeur avec les sociétés qui sont coloriées avec leur secteur d'activité, et vous trouvez le même classement de valeur avec les sociétés qui se trouvent coloriées par le pays. Et en fait, ce classement de valeur donne lieu à une construction extrêmement dynamique du portefeuille. Vous voyez en page 7 la composition du portefeuille telle qu'elle est aujourd'hui. Et vous voyez que les 30 entreprises sont réparties par pays et par secteur, par pays sur la gauche, alors qu'on est par secteur sur la droite, avec quelques pays ou quelques secteurs qui ressortent. Le premier, c'est le Royaume-Uni. On a une exposition importante au Royaume-Uni, alors que le Royaume-Uni représente une part relativement faible de l'univers d'investissement. De même pour l'Italie. Nous avons une petite exposition au Canada qui est relativement récente. Et en termes de secteur, on a une bonne diversification, mais en effet, on a une certaine emphase sur les routes à péage, les chemins de fer, les sociétés de services publics diversifiées, donc gaz, électricité principalement. Et vous voyez, nous avons illustré la manière dont le portefeuille peut évoluer à travers le temps et le dynamisme de la composition du portefeuille si vous vous tournez sur la page 19. Et ça va vraiment donner vie à ce processus d'investissement. Ce que l'on vous montre en page 19,
c'est la composition à travers le temps du portefeuille. Alors ici, on le fait par pays. Et donc, vous voyez les 100% du portefeuille qui ont des couleurs qui changent en termes de proportion à travers le temps, parce que on a des périodes où on a eu une grosse exposition. Par exemple, si on commence par le jaune de l'Australie, grosse exposition au moment de la crise financière en 2009, et au fur et à mesure que le potentiel d'appréciation s'est réalisé, nous avons baissé l'exposition à ce pays. On le voit de manière importante également sur la dernière couleur, le rouge des États-Unis, où notre exposition a pu être extrêmement variable à travers le temps au fur et à mesure que différentes opportunités sont apparues puis ont été réalisées. Et je mentionnais le Royaume-Uni, c'est la deuxième couleur en partant du bas, le bleu roi. L'exposition au Royaume-Uni est relativement récente. Des titres qui jusqu'à présent ou jusqu'à 2016 étaient très fortement valorisés, mais qui ont baissé à la suite de déclarations du parti d'opposition travailliste au Royaume-Uni, et l'opportunité est arrivée à ce moment-là. Et pour vous donner un ordre de magnitude entre le prix qui était avant vers 2016, avant l'achat, et le prix auquel nous sommes rentrés, on a une différence d'un peu plus de 30%. Donc il y a des opportunités en termes de valorisation, et avoir une vue extrêmement opportuniste sur ces opportunités est importante. Si nous retournons en page 8, vous allez pouvoir voir les 10 principaux titres du portefeuille. Alors, on a des sociétés qui se trouvent dans un nombre de pays ou de secteurs qui est bien diversifié, avec, comme vous l'aviez vu précédemment, une emphase sur quelques pays. Je mentionnerai l'Italie, une société de route à péage, Atlantia, qui est la position principale du portefeuille, un des plus gros contributeurs sur le premier trimestre 2019. On retrouve les réseaux d'électricité haute tension, Terna, et les réseaux gaz haute pression de transmission, Snam, également, deux grosses positions. Et nous retrouvons aussi 3 positions au Royaume-Uni. National Grid, qui a la moitié de ses activités au Royaume-Uni, que ce soit la transmission de gaz, transmission d'électricité, ainsi qu'une douzaine de services aux collectivités, électricité et gaz en Amérique du Nord, sur principalement le nord-est des États-Unis. United Utilities est la société d'eau de la région de Manchester. Severn Trent, quant à elle, est basée dans les Midlands et fait de services des eaux aux collectivités. Si nous parlons maintenant de la performance en page 9, vous voyez qu'on a un historique de performance qui est long. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la performance plus récente, on a une performance absolue qui est forte, que ce soit presque 10% au premier trimestre, presque 13% sur les 12 derniers mois, qui cependant se trouve en deçà de l'indice infrastructure mondiale cotée, qui a eu une sensibilité extrême aux décisions sur les taux d'intérêt ou mesures de politique monétaire. La performance sur le long terme est robuste non seulement par rapport à l'indice infrastructure mondiale cotée, mais surtout par rapport aux actions globales, que ce soit sur les 10, 5 ou depuis la création de la relation avec SSQ Assurance. Il n'en est pas moins que l'objectif d'investissement d'inflation plus 5 a été rempli et excédé. Vous voyez la même chose avec une illustration graphique en page 10, où si on se concentre sur le tableau, sur le graphique en bas de la page, notre stratégie
est représenté par la ligne bleu foncé et on voit que, en effet, la stratégie a réussi à créer de la valeur sur le long terme, non seulement par rapport aux actions globales, mais également par rapport à l'indice infrastructure mondial coté. Alors, ce qu'il est important, c'est de passer en revue quelles sociétés ont contribué à cette performance. Nous sommes des sélectionneurs de titres et la transparence du processus d'investissement fait que nous sommes tout à fait ouverts à discuter quels sont les titres qui nous ont aidés ou au contraire ceux qui nous ont pu faire souffrir la performance du portefeuille. Et vous voyez en page 11 les contributeurs et les détracteurs de la performance pour le premier trimestre 2019 ainsi que sur les 12 derniers mois. Ce qui est important de voir, c'est que si on regarde la colonne centrale du rendement total, on peut voir que ces titres, malgré la stabilité de leurs résultats, peuvent avoir des performances boursières qui ont des ampleurs ou des amplitudes qui sont importantes. Donc l'importance de la sélection de titres est cruciale parce que pour le même titre, vous pouvez avoir des performances de titres qui peuvent être extrêmement différentes. Si on commence par les contributeurs du premier trimestre, certaines de nos positions en Italie que j'ai mentionnées, Atlantia sur les réseaux routiers, Snam, gaz et Terna, électricité, ont été des contributeurs très forts à la performance du portefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit malgré un gouvernement italien qui est plutôt difficile pour les acteurs privés. Et cependant, des sociétés telles Terna et Snam, dans les politiques d'investissement sur l'infrastructure gazière et électrique, sont des outils importants de la politique de transition énergétique mise en avant par le gouvernement italien depuis son élection l'an passé. Nous avons une forte performance également de Norfolk Southern, un de nos réseaux ferrés aux États-Unis, qui a bénéficié de la stabilité des volumes transportés sur son réseau malgré les inquiétudes sur l'économie au quatrième trimestre. Par contre, certains détracteurs nous ont vraiment pénalisés. Si on parle de PG&E, la grande utility de Californie, la société a décidé de se mettre sous la protection du chapitre 11 de la loi des sociétés aux États-Unis à la suite des risques qui pesaient sur son bilan liés aux indemnités potentielles qu'elle va devoir subir à la suite des incendies qui ont ravagé la Californie sur les 2 dernières années. Et on le voit, cette contribution négative à la fois sur le premier trimestre de cette année et sur les 12 derniers mois. C'est une société que l'on a décidé de retirer du portefeuille, pensant que le mécanisme régulatoire n'est pas suffisant pour protéger les investisseurs dans la mesure que nous espérions. Cependant, des sociétés telles SES et Eutelsat, des opérateurs de satellites, ont vu leur performance être sur le dernier trimestre négative. Et au contraire, nous pensons que c'est une opportunité d'achat pour nous parce que ces sociétés offrent des valorisations extrêmement intéressantes et un marché qui peut être extrêmement court-termiste. D'ailleurs, SES est un des grands contributeurs sur les 12 derniers mois avec une revalorisation du titre au-delà de 30%. Je vous invite à aller en page 12. La page 12 vous montre les changements qui ont pu survenir sur le portefeuille au premier trimestre. Alors, nous avons retiré des portefeuilles à la fois Edison International et PG&E, les 2 utilities de Californie. Et nous avons acheté du Union Pacific qui a été historiquement, il y a quelques années, dans le portefeuille, donc le gros réseau ferré américain de la côte ouest des États-Unis, ainsi que Power Asset Holding. Donc, Power Asset Holding, c'est une société que nous regardons depuis des années
Lee Ka-shing, et de manière intéressante, qui possède principalement des expositions à travers des services aux collectivités, électricité, gaz et eau, en Australie et au Royaume-Uni. Et le titre a beaucoup souffert à la suite notamment des menaces du Parti travailliste au Royaume-Uni, ainsi qu'une dévalorisation de certains des actifs en Australie, d'où l'opportunité pour nous d'investir dans ce titre. Et c'est une première pour nous. Alors malgré le fait que l'actif soit domicilié à Hong Kong, le sous-jacent qui fait la valeur de l'action est en Australie et au Royaume-Uni. En page 13, vous voyez un graphique qui est quelque chose que nous produisons tous les trimestres. Tous les trimestres, nous donnons une transparence totale sur le potentiel d'appréciation que nous voyons dans le portefeuille. Alors, vous avez 2 fois le chiffre $100. Ça peut paraître un peu surprenant. Alors, certains trimestres, les 2 chiffres seront différents. L'idée, c'est de vous dire, voilà, par rapport à l'objectif d'investissement d'inflation plus 5, est-ce que nous pensons qu'il y a un upside additionnel dans le portefeuille ou non? Et aujourd'hui, on pense que le portefeuille tel qu'il est aujourd'hui va nous permettre de délivrer un rendement d'inflation plus 5 sur les 3 prochaines années. Alors nous avons eu des périodes où le message était clairement plus difficile, si on se remet il y a 18 mois par exemple, ou il y a 24 mois. L'important, c'est que nous communiquions de manière très très claire sur le potentiel que nous voyons dans le portefeuille aujourd'hui pour que vous ayez tous les outils à votre disposition pour votre allocation d'actifs. Et aujourd'hui, on pense qu'il est vrai, dans un contexte de marché où le marché, il nous semble, est très cher, c'est un potentiel de rendement qui est vraiment intéressant compte tenu du risque de l'actif. Je vais conclure avec la page 14. Alors, le début 2019 est assez fort de manière absolue. Cependant, l'année 2018 a été la première année depuis 2008 où le fonds avait généré un rendement négatif, même s'il avait été extrêmement défensif par rapport au marché action, qui souligne bien le rôle rempli par l'infrastructure dans une allocation d'actifs. Mais il est vrai que si on regarde les rendements long terme de la stratégie, nous ne nous attendons pas aujourd'hui à des rendements qui sont de 15-16%, comme on a pu le voir par le passé, mais beaucoup plus cohérents avec l'inflation plus 5. La rareté des occasions justifie une concentration un peu plus importante du portefeuille pour vraiment avoir une emphase sur les titres où nous pensons trouver un potentiel d'appréciation de la valorisation. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se protéger contre un risque de valorisation excessive que l'on trouve sur un certain nombre d'actifs qui ont été l'objet de politique monétaire qui reste extrêmement accommodative. Mathieu, je vous repasse la main. Parfait, merci beaucoup Bertrand. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. Seule question qu'on a eue à date, quelle est votre vision du rendement sur dividende dans la construction du portefeuille? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? Quelle est votre vision du rendement sur dividende dans la construction du portefeuille? Oui, alors la manière dont on prend en compte le dividende, c'est que nous on regarde vraiment le retour global, c'est-à-dire le rendement que l'on va avoir par l'appréciation du capital et le dividende. Beaucoup de personnes sur le secteur ont une emphase seule sur le rendement de dividende. On trouve que c'est dangereux parce que beaucoup de gens vont avoir une emphase sur le dividende. Le portefeuille aujourd'hui a un rendement sous-jacent de 4,3%, qui est très intéressant, sachant qu'on investit seulement dans des sociétés qui ont des actifs qui sont en opération, qui génèrent des flux de trésorerie, et donc naturellement on a un portefeuille qui aura un rendement sur dividende qui va être très intéressant par rapport à de l'action classique. Cependant, il est clair pour nous que
certaines phases, comme on le voit aujourd'hui, vont être des phases où les sociétés qui paient de gros dividendes vont être favorisées par le marché, donc vont être chères, alors que les sociétés aujourd'hui, le taux de paiement de dividendes par rapport au résultat de nos sociétés, c'est à peu près 60%, 63%, c'est-à-dire que nous trouvons des opportunités intéressantes d'investissement dans les sociétés qui ont des projets de réinvestissement dans leurs actifs qui sont intéressants, et le marché n'est pas prêt à le refléter à cause du focus du marché sur le rendement. Donc rendement vraiment intéressant dans l'absolu, mais il faut se garder d'avoir je dirais presque une obsession sur seulement le rendement en dividende et garder en tête le risque de perte de capital. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir les deux en tête. Parfait. Bien, merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Donc, ça va conclure la présentation. Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir faire ce webinaire. Et à tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation. Puis revenez-nous au mois de mai pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée.